Bonjour, merci dass ihr Astrid-Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubsteren. Den 25. April habe ich zu Bresel eine Emission abgeholt mit meinem Kollegen Werner Langen über den Dialog monetär, den der Wirtschafts- und Währungsausschuss vom Europäischen Parlament denselben Tag mit dem Präsidenten von der Europäischen Zentralbank, mit dem Herrn Mario Draghi, hat. Und das abgeholfen ist, darüber zu informieren, was an dem Dialog las war. Heute, den 26. April, habe ich an der Presserevue, die auch die Lützeburger Minister kriegen, mit großem Erstaunen gelesen, den sozialistischen Kandidat Hollande reçoit des soutiens européens an sogar an dem Essentiel, an der Gratiszeitung, da steht Hollande soutenu par la BCE et Juncker. Auch an der französischen Television, auf der zweiten Programm, als der 26. März an den Nachrichten, auch so rüberkommen an den französischen Nachrichten, weil ich an der Sitzung war mit Herrn Draghi, an nicht so vom Herrn Draghi hören hun, war ich nicht wenig erstaunt über die falsche und die tendenziöse Interpretation von dem, was den Herr Draghi soll an der Sitzung mit uns gesagt haben. Bei mir am Studio ist mein französischer Kollege Jean-Paul Gauzès, der war auch an der Sitzung mit Herrn Draghi und hat sogar als Sprecher von unserer Fraktion Fragen gestellt, als auch als Koordinateur von unserer Fraktion an dem wichtigen Ausschuss. Bonjour Jean-Paul et merci d'être venu informer avec moi nos auditeurs sur ce qui s'est vraiment passé pendant le dialogue monétaire avec M. Draghi à la Commission économique et monétaire le 25 avril. La presse luxembourgeoise, je viens de le dire, a titré entre autres Hollande reçoit des soutiens européens et même Hollande soutenu par la BCE et Juncker. Et je dois dire, j'étais assez étonné. Qu'est-ce que toi, tu en dis? J'ai entendu, d'abord merci de ton invitation, j'ai entendu comme toi. J'étais présent à cette réunion, j'étais au premier rang, juste en face de M. Draghi, et en aucun cas, M. Draghi n'a émis un soutien à François Hollande, pas plus d'ailleurs que d'autres. Simplement, il a effectivement parlé de la nécessité de la croissance en Europe, mais aujourd'hui, tout le monde parle de la croissance depuis toujours, en Europe. Nous disons toujours. Et je pense qu'en citant, comme on l'a fait de façon tronquée, les propos de M. Draghi, on oublie volontairement ce qu'il a dit avant. Il avait dit avant que, juste avant de parler de la croissance, il avait dit que la base première, c'était évidemment qu'il y ait une mise en ordre des finances publiques et qu'on ne pouvait pas construire la croissance et l'avenir sur des bases qui ne seraient pas solides. Et sur toujours plus de dettes. Et sur toujours plus de dettes. Donc il a bien fait son triptyque en disant il faut du redressement financier, de la croissance et une meilleure coordination européenne des politiques économiques. Ce faisant, il n'a pas encouragé tel ou tel candidat aux élections françaises. De toute façon, ce n'était ni son rôle. Et il était tenu à un devoir de réserve. Et c'est ce qu'il a parfaitement fait. Simplement, ses propos ont été utilisés de façon tendancieuse, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, il n'a pas dit qu'il faut renégocier ce pacte, bien au contraire. Sur le traité et sur le pacte, il n'a pas dit qu'il fallait renégocier. D'ailleurs, je savais déjà depuis quelque temps que la Banque centrale européenne souhaitait
que la Commission propose un volet croissance, un autre texte, et non pas renégocier ce texte, ou même modifier ce qu'on appelle le two-pack, c'est-à-dire les deux textes qui sont en cours de négociation sur une meilleure organisation. Je suis rapporteur sur l'un d'eux, meilleure organisation de la zone euro. Donc tout ça est une manipulation qui tend évidemment à donner le sentiment que M. Hollande serait déjà introduit dans le milieu européen et serait sûr de pouvoir obtenir ce qu'il veut. Rien n'est moins sûr, évidemment, puisque n'oublions pas que 20 ou 21 pays sont gouvernés par des partis proches de celui de l'UMP, qui appartiennent au PPE, proches du PPE, et que M. Hollande ne peut pas espérer, en arrivant, s'il arrivait au Conseil européen, obtenir des changements par rapport à ce qui a été signé. Et puis surtout, je crois que ce serait un fâcheux précédent que de voir la France renoncer à sa signature. Toujours, il y a eu une succession et lorsque le président de la République signe un traité, avant la ratification, il engage la France. Il n'engage pas un parti politique ou une fraction des Français, il engage la France. Et ce serait évidemment un très mauvais signal si M. Hollande étant élu, ce qui n'est pas encore le cas, il commençait par renier la signature de la France. Parce que la signature du président de la République en fonction, c'est la signature de la France. Et bien sûr, le pacte doit être ratifié par l'Assemblée, par le Parlement. Mais juste après les élections, M. Hollande n'a pas de majorité au Parlement. Et c'est pas sûr qu'il en aura une après les élections législatives s'il était élu. Oui, alors ça, c'est une autre question. Il faut que l'Assemblée soit là. Pour l'instant, elle est en congé puisqu'il y a l'élection. Et ensuite, il faudra qu'il y ait une majorité. Et je crois qu'il faudra que les parlementaires qui seront en fonction à ce moment-là, ils regardent à deux fois avant de donner de la France l'impression que c'est une république bananière qui change d'avis comme de président. Je crois que la tradition de la Ve République en France, c'est une politique à la fois extérieure et une politique européenne constante, quels que soient les présidents de la République. Et ce serait une très mauvaise chose que de tenter de changer cette façon-là. Oui, mais moi j'ai bien compris les propositions et de M. Hollande en ce qui concerne les dépenses. Tu sais, moi je suis... Sur les dépenses, il n'y a pas beaucoup de propositions. Non. Mais... Sur les recettes, oui, on... mais il veut encore plus de dépenses de l'État, alors que l'État français dépense déjà beaucoup trop. Alors il faut faire des dettes pour financer... Je crois que du point de vue des dettes, on est arrivé à un plafond. Mais oui, moi je ne comprends pas quelqu'un qui veut engager 60 000 fonctionnaires de plus. Mais la France ne peut pas se payer cela. Effectivement, c'est vrai. La France ne peut pas se payer. Je crois que les propositions qui sont données sont des propositions qui ne sont pas sérieuses. Oui, mais vous savez, nous, les autres pays de la zone euro, nous nous faisons des soucis parce qu'on a déjà la Grèce. Mais si la France, si M. Hollande fait ce qu'il dit, donc il augmentera de beaucoup les dépenses de l'État, il devra augmenter, s'il veut plus de recettes, il devra augmenter les taxes, les impositions. Mais qui paye les taxes, les impositions? Les Français. Moi, je crois qu'alors, il y a un danger que la France est en train d'aller sur une pente qui aboutira à des situations comme la Grèce. J'espère que non, tout de même. Mais je crois qu'effectivement, le danger est très grand de se livrer à des promesses qui, lorsqu'elles seraient exécutées, donneront des déficits supplémentaires, un endettement considérable et ne permettront pas à la France de se redresser. Je crois qu'aujourd'hui, il faut des politiques de réforme de manière à améliorer la compétitivité. Il faut aussi des restrictions sur le plan des dépenses publiques. On ne peut pas y échapper. Et de façon à être en cohérence avec le pacte de stabilité et de croissance, qui est dont le respect est un élément essentiel de la stabilité de la zone euro.
L'euro lui-même n'est pas en grande difficulté, pour lui, il s'échange très fort, mais les pays de la zone euro sont dans une situation qui doit les obliger à rechercher à la fois l'équilibre des finances publiques et une meilleure croissance, une meilleure compétitivité, sachant que la croissance et la compétitivité, ça ne se décrète pas. Oui. Il y a des efforts à faire et des efforts sur la durée. Et pour des efforts sur la durée, il faut qu'il y ait un chef d'État qui ait la capacité de maintenir le cap, y compris dans les périodes difficiles. Or, Sarkozy a prouvé que dans les périodes difficiles, il était capable d'être un bon capitaine d'un bateau qui pouvait être la France n'est pas dans une même position dangereuse comme le Portugal, l'Espagne, peut-être l'Italie, la France. Mais il faut être prudent. Mais il faut être prudent. Et il ne faut pas dire que si on réduit les dépenses publiques, ce sont aussi les dépenses de consommation de l'État. Ce n'est pas forcément de l'austérité. Non, mais je crois qu'il faut regarder les choses en face. Ouais. On a vécu pendant 30 ans au-dessus de nos moyens. Une partie de ce niveau de vie un peu factice est liée aussi à la mondialisation, et on ne le dit pas assez à nos concitoyens. Ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est parce qu'il y a eu la mondialisation et chacun est heureux d'acheter des produits moins chers que ce qu'il les paierait si c'était un travail d'ouvrier français, mais on paie la contrepartie, c'est de voir notre pays qui s'est progressivement désindustrialisé et les emplois qualifiés disparaître. Donc là aussi, il y a un gros effort à faire. Oui, tu sais, moi j'ai vu une statistique très intéressante qui a déjà été publiée par la Croix. Le coût du travail en Europe, c'est une évolution et le poids des cotisations sociales. Mais là, la France est à la 4e position. Le coût de travail le plus cher, c'est la Belgique, puis la Suède, le Danemark et puis la France, encore plus que le Luxembourg. Oui, et ça tient au fait que nous avons un système de protection sociale qui est largement financé par les entreprises. Et donc, il pèse sur le travail. Oui. C'est pas que les salariés français sont beaucoup mieux payés que les autres. Ah non, moins payés. Moins payés que les autres, mais notre système de protection sociale, qui est assez perfectionné, mais très coûteux, pèse sur les prix des entreprises et évidemment est un élément qui diminue la compétitivité de nos entreprises vis-à-vis des autres pays. Et c'est certainement aussi un domaine dans lequel il faudra continuer les réformes qui ont été entreprises par Nicolas Sarkozy pour diminuer le coût du travail. Et là aussi, d'une façon souvent fallacieuse, on a dit diminuer le coût du travail, c'est diminuer les salaires, donc on fait peur aux gens qui sont salariés, alors qu'en réalité, diminuer le coût du travail, c'est faire peser d'une autre façon le poids de la protection sociale, voire en partie par l'impôt, puisque ce sont tous les Français, tous les citoyens français qui bénéficient de ce système. Oui, parce que chez nous en France, chez vous en France, les cotisations, c'est 50% du coût du travail, au Luxembourg, 15%. Alors que nos salaires sont plus élevés et nos pensions aussi. Donc, merci beaucoup. Je crois que nous avons bien redressé les choses parce qu'on ne peut quand même pas tolérer qu'il y ait une interprétation aussi tendancieuse et aussi fausse des propos qui ont été tenus au Parlement européen par le président de la Banque centrale européenne. Merci beaucoup. Merci, Hortense Reisno. Geluisterd tot, bis geschwen. Merci, Astrid.